parce que c'est un sujet extrêmement important à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes je pense. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire, même si ce ne sont pas des sujets faciles qui vont être abordés. J'avais envie de vous présenter des romans qui abordent la santé mentale, les maladies mentales, parce que c'est un sujet extrêmement important à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes je pense. Et puis j'en ai pas beaucoup parlé, j'aime pas trop m'étaler sur ma vie privée tout ça, mais il y a pile poil un an, et vraiment quand je dis pile poil, c'est pile poil, j'ai connu un épisode de dépression fulgurante, c'est-à-dire que vraiment je suis tombée en dépression en quelques semaines, mais vraiment très rapidement, et c'était affreux, enfin bon je vais pas vous faire un dessin, mais c'est vrai que la littérature ça a toujours eu tendance à m'aider dans plein de phases de ma vie, et lire des livres sur ces thématiques là, quand on est touché par ces thématiques là, parfois c'est pas le moment, parfois ça fait vraiment du bien de se sentir compris, de se sentir moins seul. Ça me semblait important de vous en parler aussi. Il n'y a pas que des livres qui abordent la dépression bien sûr, il y a plusieurs thématiques différentes. La santé mentale c'est primordial, ça peut paraître hyper bateau à dire en fait, mais non c'est vraiment hyper important, et quand ça va pas, ça peut arriver que vraiment rien ne marche du coup. En tout cas je l'ai vécu, je ne le souhaite à personne, et parmi ces livres il y en a qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait beaucoup de bien, parce que parfois quand on se sent compris, quand on se reconnaît dans certaines situations, dans certaines pensées, c'est rassurant, même si c'est pas forcément positif, mais c'est rassurant. On va commencer par un roman que j'ai lu il y a très longtemps sans savoir que ce qui se passe dedans m'arriverait un jour, mais voilà c'est pas grave. Il s'agit de Tortue à l'infini de John Green qui est publié aux éditions Gallimard. C'est un de ses derniers romans à John Green qui est sorti, même s'il est sorti il y a un moment, et c'est l'histoire du personnage de Asa qui a 16 ans et qui va se retrouver dans une situation où elle doit résoudre une mystérieuse énigme à propos d'un milliardaire en fuite. Ça paraît déjanté comme ça et ça l'est pas mal. Comme il y a une récompense de 100 000 $ qui est à la clé, Asa avec sa meilleure amie Daisy vont donc mener l'enquête et rencontrer également Davis, le fils du fameux milliardaire en fuite. Et Asa, on est dans sa tête tout au long de l'histoire, et il faut savoir que c'est un personnage qui est victime de pensées obsessionnelles. Et c'est vrai que quand ce livre est sorti, tout le monde l'a désigné comme le livre le plus personnel de John Green, puisqu'il parle de choses qu'il connaît, qu'il vit, qu'il a vécu, et du coup c'est un livre qui est extrêmement intime, même si c'est de la fiction quand même, puisque Asa n'est pas John Green. Mais vous avez compris. C'est vraiment un roman qui, je trouve, peut permettre de comprendre un minimum ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui vit des pensées obsessionnelles, parce que ça peut paraître très difficile à comprendre quand on n'en vit pas, et vraiment tout ce que j'ai pu vivre l'année dernière, je peux vous dire que c'était inconcevable avant que je le vive. J'aurais jamais pu imaginer ce que c'était avant que ça m'arrive. Et donc les livres ça sert à ça aussi, à comprendre que voilà c'est des situations qui arrivent à d'autres personnes, et à se mettre un minimum à la place de ces personnes là, même si bon chaque expérience est unique dans ce qui est dans notre tête, dans la santé mentale, dans les problèmes psychologiques etc. Mais c'est vraiment un livre qui m'avait beaucoup marqué sur ce point là, et je me souviens que ça me paraissait être le livre un peu évident à recommander à des personnes qui le vivaient, pour leur dire regarde j'ai lu un livre et je comprends un minimum ce que tu vis, et je t'envoie plein de courage, parce que ça doit pas être facile à vivre, et c'est pas facile à vivre. C'était pas mon roman préféré de John Green par contre, mais c'est vrai que c'était assez déjanté et assez original, donc quand même c'était sympa. Je pense que le livre qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touché dans l'ordre de l'intime, c'est En équilibre de Morgane Moncombe, publié aux éditions Hugo Newway, qui raconte l'histoire de Lara et Amelia qui sont sœurs jumelles, qui vivent à New York, qui sont toutes les deux passionnées de cirque et plus particulièrement de cerceau, sauf que Amelia décide d'arrêter le cirque pour sa dernière année de lycée, et Lara va donc se retrouver seule dans cette activité. Elle va devoir également affronter le regard des autres qui, les autres l'ont toujours considérée comme la grosse des deux sœurs jumelles, ce qui est quand même pas forcément facile, mais en même temps je vous en reparle après. Et elle va jeter son dévolu sur un garçon qu'elle sait qui maîtrise le cerceau, sauf que lui il est pas du tout au courant de cette histoire, il a jamais dit qu'il était d'accord pour faire un numéro de cirque avec elle, mais elle va tout faire pour le convaincre. Et c'est un roman qui, là c'est le résumé, donc du coup ça n'aborde pas forcément les thématiques hyper profondes de ce livre, mais dans ce livre on aborde beaucoup l'anxiété. Alors c'est pas un livre à lire quand on est en pleine phase d'anxiété je pense, enfin je ne sais pas, mais moi je sais que quand je l'avais lu ça allait encore, mais je me dis il y avait vraiment certains moments où on se sent tellement à la place du personnage de Lara que ça peut ne pas être facile à vivre de ressentir ce qu'elle peut ressentir. Et surtout c'est un livre qui parle des phobies d'impulsion, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Du coup les phobies d'impulsion ce sont des phobies de passer à l'acte, de faire des choses absolument horribles. Ce sont des pensées qui passent dans notre cerveau, qui passent et qui chez les personnes normales entre guillemets s'en vont. C'est à dire que si vous conduisez sur la route et que d'un coup vous vous dites oh, et si là je tourne le volant et que je sors et je meurs, et voilà, ça c'est une pensée qui passe,
Mais il y a des personnes pour qui ça devient une phobie en fait, ce genre de pensée. C'est-à-dire que les personnes sont tellement traumatisées à l'idée de passer à l'acte que du coup elles y pensent tout le temps. Et ça peut être avoir peur de faire du mal à un autre adulte, à un enfant, avoir peur de se faire du mal, avoir peur de faire du mal aux personnes qu'on aime. Et c'est quelque chose que personnellement j'avais vécu, que mes psys ne m'avaient jamais nommé à l'époque, en tout cas depuis oui, mais à l'époque non. Et du coup quand j'ai lu le livre et que je suis tombée sur ces choses que j'avais vécues et que je comprenais pas, je me suis mise à pleurer et j'étais en mode mais en fait ce livre vient de me faire comprendre ce que j'ai pu vivre pendant des mois, des années et que j'ai revécu il y a un an, mais bon en puissance 10, 12 millions. C'est vraiment des livres comme ça qui je trouve sont tellement importants et qui finalement font passer des messages de manière un petit peu comme ça, parce que c'est pas du tout la thématique principale du livre, les phobies d'impulsion. Mais je pense que toute personne qui le lit et qui en a déjà vécu ou entendu parler, ça va tout de suite lui faire tilt et c'est hyper important en fait. Et j'ai reçu tellement de messages après avoir fait ma vidéo sur ce roman de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient vécu ou qu'elles vivaient la même chose et que ça les a beaucoup aidées, que j'en parle et que je leur parle de ce livre. Bah du coup je suis trop contente que ce livre existe, et en plus de parler d'anxiété et de phobie d'impulsion avec beaucoup de justesse et de réalisme, c'est également un livre qui est juste génial à lire et à découvrir. J'ai adoré le personnage de Lara. En plus on parlait tout à l'heure du fait qu'elle était grosse et en fait c'est un personnage qui assume complètement le fait d'être gros et qui n'a pas du tout envie que les gens s'apitoient justement sur son sort, parce que pour elle il n'y a pas du tout à s'apitoyer sur son poids. Et je trouve ça hyper, enfin c'est vraiment un personnage que je trouve fort et je l'ai trop aimé, je l'ai beaucoup admiré et j'ai trop aimé cette histoire. Il y a une romance en plus, donc trop mimi. On passe à un livre qui est très différent, Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, publié aux éditions Nathan. Très différent, mais il évoque quand même les thématiques de la dépression, donc il évoque les maladies mentales, mais il y en a pas mal et surtout on est sur un personnage qui plonge un peu dans les abysses de la paranoïa, des hallucinations, proches de la schizophrénie aussi. Et à la toute fin, l'auteur écrit à quel point son œuvre n'a rien d'une œuvre de fiction, puisque lui-même dans sa famille, dans ses enfants, etc., il a été touché par les maladies mentales, parce que c'est de vivre avec une maladie mentale ou de vivre avec quelqu'un qui en a une. Et donc Le goût amer de l'abîme, c'est l'histoire du personnage de Caden Bosch, qui est un ado de 15 ans ordinaire qui partage sa vie entre le collège, les jeux vidéo, les amis. Sauf que dans sa tête, il est aussi le passager d'une sorte de vaisseau lugubre voguant sur les mers déchaînées entre un capitaine tyrannique et des monstres qui grouillent sous la surface. Et au fur et à mesure de l'histoire, ce personnage va se perdre entre hallucination et réalité. Et c'est un livre qui, je le précise, au tout début j'ai trouvé le démarrage assez long et je trouvais ça dommage, parce que quand on sait à quel point ce livre est bien, c'est hyper dommage que le démarrage soit long, parce que ça peut refroidir plus d'une personne au début. Et je pense que des gens ont dû abandonner le livre au début parce que c'est très mystérieux au début, c'est très fouillis en fait, mais en même temps ça représente exactement ce que le personnage ressent dans sa tête. Il est complètement perdu et encore une fois ce sont des choses que moi-même je ne peux pas concevoir puisque je ne les ai pas vécues, mais je trouve ça hyper important que des livres puissent nous montrer du mieux que possible qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui ressent ça, qui vit des hallucinations, qui vit cette perte totale de conscience de la réalité. Et j'avais trouvé cette lecture absolument incroyable, puisque du coup on alterne entre des chapitres plutôt de narration du présent et des chapitres sur justement ce qui se passe dans la tête de Caden. Justement ce fameux navire, ce capitaine, ce bateau, ça prend une énorme place dans le récit. Et au début ça peut sembler un peu relou même, hein, parce qu'on se dit mais ça ne fait pas avancer l'histoire, mais en même temps c'est le cœur de l'histoire aussi, donc c'est hyper important. Et c'est un livre qui m'avait particulièrement émue, et vraiment les 100 premières pages je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, et après une fois que je les ai dépêchées j'étais en mode mais ce livre est une merveille. Enfin vraiment c'est un roman tellement puissant et tellement fort et tellement important pour représenter les maladies mentales. Et d'ailleurs c'est écrit à la toute fin. L'auteur a écrit: avec l'aide de mon fils, j'ai essayé de décrire ce à quoi cette plongée ressemblait. L'atmosphère de l'hôpital, les sentiments de peur, de paranoïa, de manie et de dépression sont réels, tout comme l'impression d'être dans de la gélatine et la façon dont les médicaments peuvent vous anesthésier. Mais la guérison aussi est réelle. La maladie mentale ne s'en va jamais tout à fait, mais elle peut d'une certaine manière entrer en rémission. Donc voilà, c'est un livre qui est aussi porteur d'espoir, même si quand on entend la maladie mentale ne s'en va jamais tout à fait, moi je vous espérais qu'aussi. Mais en même temps voilà, il y a des personnes qui sont plus propices que d'autres à subir de l'anxiété généralisée, des dépressions. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à en parler à des personnes de confiance, en parler à une psychothérapeute, une psychologue. Il y a que comme ça que ça peut aider en fait, parce que quand on reste seul avec ses pensées sombres, ses pensées obsessionnelles, ses problèmes, troubles mentaux, etc., bah en fait on
on peut pas les régler tout seul et c'est pas une défaite de ne pas réussir à les régler tout seul, au contraire il faut beaucoup de courage pour oser se dire ok j'ai besoin de me faire aider. Je sais que certaines personnes n'ont pas cette manière de penser là, mais je vous assure que c'est courageux de demander de l'aide et que c'est pas facile en fait, enfin ouais c'est pas facile. Mais à la fin de la vidéo je vous dirai 2-3 mots sur ça justement. Un autre livre qui m'a fait beaucoup pleurer et qui aborde ces thématiques là de manière plus pas lointaine, mais c'est pas le personnage principal qui va y être confronté, même si mais non. C'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, qui est un roman, vous le savez, que j'adore de tout mon cœur, qui est vraiment un roman lumineux, ensoleillé, bien qu'il y ait des thématiques extrêmement sombres à l'intérieur aussi. Du coup dans ce livre c'est la mère du personnage principal, Déborah, qui va être confrontée à des troubles mentaux. Je suis ton soleil, c'est l'histoire d'une lycéenne qui rentre en terminale et rien ne va dans sa vie justement, elle est pas dans la classe de sa meilleure amie, elle surprend son père au bras d'une autre et sa mère elle sent qu'elle se noie peu à peu dans quelque chose d'étrange, elle est absente, elle a des attitudes bizarres et en plus de ça Déborah se retrouve en classe à côté d'un mec qui est fan de Miguel et qui les collectionne. Normal. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez c'est hyper contradictoire ce que je suis en train de vous dire, parce que en même temps c'est un livre qui est très drôle mais en même temps c'est un livre qui fait beaucoup pleurer aussi. Enfin moi j'ai vraiment été extrêmement émue par cette histoire, les liens familiaux et tout ça me touche toujours beaucoup et dans ce livre on aborde ce point de vue d'être la personne qui vit avec quelqu'un qui a des troubles mentaux, des troubles psychologiques, des pensées sombres etc. Et c'est vrai que ça m'avait particulièrement émue à l'époque parce que je m'étais dit c'est vrai qu'être à cette place là ne doit pas être évident non plus et encore une fois j'ai envie de vous dire, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu l'année dernière, ce qui était le plus difficile c'était de me dire que j'étais complètement un poids pour les gens qui m'aiment et qui m'aidaient, parce que en fait ils étaient incapables de me sauver de ce que je vivais aussi et c'est hyper dur parce que ils sont là, ils font tout pour mais ça marche pas et moi je suis là, je faisais tout pour en sortir mais ça marchait pas. C'est vraiment important de se rendre compte aussi que cette place là n'est pas évidente du tout et dans ce livre je trouve que c'est hyper bien abordé, c'est triste aussi bien sûr mais c'est très bien abordé et puis ce livre est lumineux, donc justement je pense que c'est un livre qui est merveilleux pour sourire à la fin. Vraiment je me dis si vous allez mal ce livre peut que vous faire du bien, enfin si vous allez mal mais que c'est réversible, des fois on va trop mal pour que ça aille bien juste avec un livre. Ensuite une thématique encore différente, Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Mas, publié aux éditions Alice Jeunesse, est un roman qui aborde encore une fois les thématiques des troubles mentaux mais plus particulièrement des troubles du comportement alimentaire. Je l'ai mis dans cette vidéo parce que je trouve que c'est important d'en parler, puisque souvent les troubles du comportement alimentaire découlent de troubles psychologiques, d'anxiété, de symptômes de dépression etc. Toutes ces choses sont différentes, tous ces termes sont différents, toutes ces situations sont différentes et encore une fois chacune va le vivre différemment, mais ça reste pas si éloigné que ça pour certains aspects. Et dans ce livre justement je trouve que c'est abordé de manière assez intéressante. Ça aborde également les phobies d'impulsion sans que ce soit forcément nommé, mais personnellement quand je l'ai lu j'ai tout de suite remarqué les similitudes avec les phobies d'impulsion. Et donc Rentrer son ventre et sourire, c'est l'histoire d'une jeune femme de 25 ans à peu près qui s'appelle Ellie et qui motive tous les jours ses centaines de milliers d'abonnés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Elle leur partage des petites recettes, elle leur partage des routines sportives, ses looks du jour etc. Donc c'est vraiment une influenceuse lifestyle mais un peu aussi meilleure version de soi-même, sport, healthy, tout ça. En plus de ça elle est en couple avec le chanteur connu Samuel Vanas, donc vraiment elle a la vie rêvée, sauf que étonnamment elle se sent de plus en plus enfermée dans cette vie là, elle a envie de balancer des verres contre les murs, elle se rend compte qu'elle est obsédée de plus en plus par cette idée du poids idéal et est-ce que à trop vouloir partager justement une image parfaite d'elle-même sur les réseaux, elle ne s'est pas perdue en chemin. Je trouve que c'est des thématiques qui évidemment m'ont particulièrement touchée, puisque étant sur les réseaux sociaux je me suis dit mais en fait ce livre c'est pas moi bien sûr, je n'ai pas des centaines de milliers d'abonnés mais quand même ça y ressemble sur certains aspects et j'ai trouvé ça hyper intéressant, déjà un livre qui aborde cette vie d'influenceur, d'influenceuse et je trouve que c'est fait de manière assez juste. Après c'est un livre qui ose aussi dire certaines choses, il faut savoir les accepter en lisant. On n'a pas forcément le même avis que le personnage principal ou son entourage, mais je trouve ça intéressant aussi d'être confronté à plusieurs avis sur l'influence et tout ce que ça peut amener de positif et de négatif. Et en effet comme on est sur une influenceuse qui aborde tout ce qui est une question de poids, de corps, d'être bien dans son corps, mais en même temps elle se rend compte au fur et à mesure qu'elle motive aussi ces complexes qui peuvent apparaître chez des jeunes filles qui ne sont pas capables forcément de distinguer l'obsession de faire attention par exemple, parce que faire attention à ce qu'on mange pour la santé évidemment c'est quelque chose qui peut paraître naturel pour certaines personnes, ça ne l'est pas pour d'autres, peu importe, mais par contre quand ça devient obsessionnel c'est un problème et là on tombe dans les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie et d'autres. Je n'ai pas tous les termes, encore une fois je ne suis pas pro, je vous fais vraiment cette vidéo en vous disant ce que moi j'ai ressenti, ce que ça a pu me faire comprendre parfois et je connais beaucoup de personnes qui ont pu passer par l'anorexie ou par les troubles du comportement alimentaire,
Donc j'ai trouvé que dans ce livre là c'était extrêmement bien abordé, parce qu'encore une fois c'est abordé d'une manière très profonde. C'est vraiment le personnage d'Ellie qui le vit comme ça, mais tout le monde ne le vit pas forcément comme ça, et c'est important de le dire. Encore une fois, chaque trouble mental est propre à la personne qui les vit ou qui les subit. Et c'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup plu. En plus il y a 2 tomes, donc n'hésitez pas à le découvrir. C'est vraiment, ouais, je me suis sentie proche de Ellie et j'ai trouvé ça hyper important, les messages véhiculés, les questionnements autour du phénomène body positive et tout. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça questionne toujours beaucoup et ce sont des questions intéressantes. De nouveau, on va aborder la thématique de la schizophrénie avec Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un roman qui m'a extrêmement touchée quand je l'ai lu. Vraiment, j'ai été bouleversée par ce livre, je l'ai trouvé extrêmement bien écrit. C'est l'histoire du personnage de Alex, donc qui a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 13 ans. Et en fait, la schizophrénie, c'est une maladie mentale qui normalement est plutôt déclarée à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, mais du coup dans ce livre on lit justement l'histoire de ce personnage Alex qui dès l'âge de 7 ans se souvient déjà d'avoir vécu une scène où sa schizophrénie s'est manifestée, et donc évidemment dans ces cas là après on prend des traitements, des médicaments qui permettent de calmer et potentiellement de pouvoir vivre normalement, même si c'est pas toujours évident. Et donc dans cette histoire on va vivre son quotidien ainsi que sa rencontre avec Miles, et la relation qu'ils vont nouer tous les deux est très mimi touchante, ainsi que sur sa relation avec sa sœur et ses parents, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et là rien qu'en me relisant des petits passages, j'ai envie de pleurer. C'est un livre qui comme je vous le dis voilà était extrêmement bien écrit. Pour moi la schizophrénie c'est très abstrait, c'est pas une maladie mentale que je connais ou je n'ai jamais côtoyé personne qui l'a vécu, donc c'est vrai que je n'ai aucune idée de si c'est fait de manière juste ou pas, et ça aborde plein d'aspects de cette maladie mentale que je ne connaissais pas. Et encore une fois les livres comme ça qui permettent d'en apprendre plus sur des maladies qu'on ne connaît pas, je trouve ça très important, donc c'est pour ça que je vous le recommande vivement. S'il y en a qui savent plus que moi si ce livre justement aborde avec justesse la maladie de la schizophrénie ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Ce sont des thématiques qui personnellement m'intéressent énormément, mais c'est vrai que j'ai toujours été très intéressée par les maladies mentales parce que je pense que j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, et en même temps on sait pas toujours comment ça fonctionne en fait. Et enfin un livre que j'ai lu, alors c'est le seul de tout ce que j'ai lu après ma dépression, c'est L'année solitaire, enfin non je vous dis des bêtises, c'est L'année solitaire de Alice Oseman qui est publié aux éditions Nathan. Et en fait ce livre je l'ai lu avant ma dépression parce que je l'ai lu il y a 8 ans, donc là pas de problème psychologique Audrey, tout va bien. Et je l'ai relu l'été dernier, donc après ma dépression, et justement je savais que ce livre abordait les troubles anxieux, la dépression, les pensées sombres, etc. Et j'avais très peur de me lancer dans un livre comme ça après avoir vécu ça, et en même temps ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a particulièrement touchée. En fait c'est bête, mais j'ai l'impression que avoir vécu ça, ça me permet aussi d'être 10 000 fois plus touchée par les livres qu'il aborde, parce que du coup j'ai l'impression de 1000 fois plus comprendre ce que les personnages vivent, alors que avant je le comprenais pas autant, même si ça me touchait aussi beaucoup puisque le livre de Francesca Zappia vraiment incroyable. L'année solitaire c'est particulier, c'est pas du tout la thématique principale, mais la thématique principale c'est qu'on suit le personnage de Tori Spring qui est la sœur de Charlie Spring dans Heartstopper. Si vous connaissez pas, qu'attendez-vous pour lire les livres ou regarder la série. Et donc Tori Spring c'est une adolescente qui va sentir en fait qu'elle a une sorte de distance qui se met avec les autres, comme une sorte de mur, et elle le saisit pas tellement. Elle a quand même envie de conserver son amitié avec sa meilleure amie d'enfance, mais elle voit que voilà il y a des choses qui se dressent et qu'elle ne contrôle pas forcément. En plus de ça elle va être perturbée parce qu'elle va avoir un garçon qui avait fait partie de sa vie avant et qui va revenir dans sa vie, et elle se dit mais est-ce que c'est un signe, est-ce qu'on va renouer une relation. Elle va également faire la rencontre de Michael Holden, un garçon avec un si grand sourire que elle finit peut-être par un petit peu craquer. Et en plus de ça à cette période il va y avoir un collectif qui s'appelle Solitaire qui va faire des choses un petit peu étranges dans le lycée, genre pirater les ordis pour faire passer des messages par des petites vidéos qui vont s'afficher sur les ordis de tous les profs, tous les élèves et tout, enfin plein de choses un peu étranges. Et dit comme ça je trouve que je le résume pas très bien ce livre, mais parce qu'en fait l'intrigue elle se base sur plusieurs choses. Déjà qui se cache derrière Solitaire, pourquoi ces actions un peu étranges dans le lycée, mais aussi qui est Tori Spring, et on apprend à la connaître au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est vraiment un personnage qui encore une fois m'a touchée. L'année solitaire c'est pas du tout mon livre préféré d'Alice Oseman parce que je le trouve bien, mais le concept justement de solitaire, du collectif, tout ça, j'ai toujours trouvé ça un petit peu étrange, que ce soit à ma première lecture ou à ma nouvelle lecture récente. Mais en même temps c'est un livre qui est très poignant justement dans les émotions qu'il véhicule, qu'il fait ressentir, et dans les émotions que Tori ressent. Et c'est pour ça que vraiment c'est un livre qui m'a particulièrement touchée et que j'avais vraiment envie de relire. C'était important pour moi de le relire en été, quelques semaines après que j'aille enfin mieux, parce que je me disais que ça serait peut-être positif pour moi de lire des livres qui abordent ces thématiques là. Et d'ailleurs j'en profite pour vous en montrer un qui aborde ces thématiques mais que je n'ai pas encore lu.
c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel. Puisque j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes et que La nuit où les étoiles se sont éteintes raconte l'histoire de Finn qui arrive dans un nouveau lycée, sa mère est en prison, c'est vraiment très dur pour lui de s'en sortir, il est vraiment au fond du gouffre et grâce aux rencontres qu'il va faire, il va potentiellement pouvoir s'en sortir et il va faire la rencontre de Nate et ce livre là c'est l'histoire de Nate justement et encore une fois tout se passe comme dans le tome 1, mais pas que, puisqu'on va apprendre à découvrir Nate plutôt que Finn, mais on va aussi vivre des moments qui se passent également dans le tome 1, donc c'est pas vraiment un tome 1 et un tome 2, ce sont plutôt deux livres compagnons qui peuvent se lire séparément, ensemble, espacés, proches, comme vous voulez. Nate c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, puisque dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, on parle un petit peu quand même de santé mentale et de troubles mentaux, mais je sais que dans celui-ci ça va être plus dur, et encore une fois j'attends le bon mood pour le lire, parce que je sais que ben voilà, c'est pas des émotions évidentes qu'on ressent quand on lit ce type de livre, et c'est là que je refais mon petit discours un peu je vous fais la morale, mais non je rigole, mais encore une fois n'hésitez pas à en parler si un jour ça ne va pas, si un jour vous ressentez des choses que vous ne comprenez pas, si un jour vous voyez que vous avez des symptômes qui s'aggravent au niveau psychologique, parce que oui, faire de l'anxiété, beaucoup de personnes en font de plus en plus, notre contexte social, sociétal fait que c'est vraiment compliqué de ne pas vivre avec de l'anxiété au quotidien, mais il faut faire attention à ce que ça ne vous pourrisse pas la vie, à ce que ça ne vous empêche pas de vivre correctement, et c'est là qu'on peut se rendre compte que ça ne va pas. C'est vraiment comme ça que, enfin, je pourrais même pas trop vous en parler parce que ça m'émeut encore beaucoup de repenser à cette période de ma vie. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez lumineux, d'assez, voilà, je suis très positive, je suis pas du tout du genre à m'apitoyer sur mon sort, quand ça va pas je suis pas du genre à vous en parler, je suis pas du genre à en parler à mes amis forcément ou quoi, et en fait du coup quand ça m'est tombé dessus c'était inconcevable, enfin je veux dire vraiment en quelques jours, semaines, j'ai dégringolé dans mon état psychologique et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir dormir. C'est ce qui m'a d'ailleurs complètement bouleversée en fait. À partir du moment où j'ai plus pu dormir, il n'y a plus rien qui allait, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je n'allais pas bien du tout, je ne ressentais plus rien de positif, je ne ressentais plus rien d'ailleurs des fois, et rien n'a marché sur moi. Enfin vraiment, j'allais déjà voir une psy en fait, et c'est au cours des séances que ça s'est détérioré. Et c'est vrai qu'après, bah, une fois que j'étais plongée dans cet état de dépression intense, il n'y avait rien qui fonctionnait sur moi, et vraiment ce qui a marché sur moi ça a été les médicaments. Pourtant j'étais du genre à plutôt diaboliser ce type de médicaments, parce que je me disais bah non mais on peut toujours s'en sortir sans, puis ça fait peur les médicaments, on a peur de tomber dans les excès, d'avoir du mal à se sevrer pour les arrêter, et du coup bah voilà, je voulais vous partager mon expérience qui a été extrêmement positive, puisque moi quand j'ai fait ma dépression j'ai pris des médicaments, j'ai pris des antidépresseurs, et en 3 semaines j'ai revécu soudainement. Alors j'étais pas au top de ma forme au bout de 3 semaines bien sûr, mais rien que de ressentir des émotions à nouveau c'est quelque chose qui est très puissant quand on n'en a pas ressenti depuis un moment. Et encore une fois c'est impossible de vous expliquer à quel point c'était horrible ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait tant qu'on l'a pas vécu on peut pas comprendre, et même mon entourage, c'est ce que je vous disais, c'était très dur pour moi de me dire voilà là je lance un appel à l'aide à mes proches, à ma famille. C'est là qu'on se rend compte qu'on a atteint un point de non-retour où on a besoin d'aide. Vous savez, dans notre cerveau on se dit mais là j'ai l'impression que c'est une défaite de pas réussir à m'en sortir seule, mais en fait il y a des fois où dans la vie on pourra pas s'en sortir seul et on a besoin des autres, et c'est important de savoir l'admettre et d'oser faire le premier pas pour en parler. Et encore une fois comme je vous le disais, aller chez le médecin, aller voir des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, etc. Enfin vous avez vraiment plein de solutions si ça ne va pas, mais il faut le faire, il y a des numéros d'écoute, enfin vraiment je vais tout vous mettre en barre d'infos, comme ça si vous avez besoin d'aide vous aurez un panel de tout ce qui existe pour vous aider. Tout ça pour vous dire, mon expérience à moi ça a été que les médicaments m'ont vraiment sauvé la vie, enfin j'ai pas d'autres mots que ça. Changer de psy aussi m'a sauvé la vie, puisque mon ancienne psy ça allait pas au final, et ma nouvelle psy c'était une thérapie comportementale et cognitive, donc beaucoup plus axée sur le présent, des exercices de relaxation et tout. Et le sevrage des médicaments s'est très bien passé aussi, je les ai pris durant 8 mois je dirais mes médicaments, et j'ai arrêté petit à petit. Encore une fois tout se fait sous suivi médical, donc vraiment là je vous dis mon expérience, mais vous faites-vous suivre si vous en avez besoin par un médecin. Je ne suis pas du tout la bonne parole, et encore une fois chaque expérience est différente. Il y a des personnes qui restent en dépression pendant des années parce que c'est pas traité, ou parce que les traitements ne suffisent pas, parce que vraiment c'est quelque chose de mental, et comme je vous le disais ça ne s'explique pas. Et il y a des personnes comme moi où c'est fulgurant, c'est intense, c'est très concentré sur une courte période, c'est très dur à vivre, mais du coup bah j'ai réussi à en sortir petit à petit. Ça veut pas dire que je vis plus du tout d'anxiété au quotidien ou quoi, au contraire je suis encore quelqu'un qui est quand même très sujette à l'anxiété de manière générale, mais j'apprends beaucoup plus à vivre avec et à faire des exercices de relaxation etc, et ça m'aide beaucoup. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire quand même, j'espère que c'est pas trop déprimant. J'avais envie de vous parler de ces thématiques là, ça me semblait important, surtout que vraiment on est 1 an après, et il y a 1 an j'étais vraiment pas en état de faire quoi que ce soit de ma vie, et
Et je trouve ça important un an après de vous dire bah regardez, il y a un an j'étais au plus bas et maintenant ça va même plutôt bien, donc c'est le principal. Et ça montre que voilà, il y a toujours de l'espoir, parce que je sais que quand on est dans ces phases là, on ne pense absolument pas à l'espoir, on ne ressent absolument pas d'espoir, il y a rien qui se passe dans le cerveau. Enfin vraiment, moi il y avait rien qui se passait dans mon cerveau, c'était en mode ça va jamais se finir, c'est insupportable, que la douleur cesse. Et c'est comme ça que quand on est seul et que ça va pas, on risque de faire des choses qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne devrait pas penser. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites-vous accompagner, faites-vous entourer, parlez-en, vraiment, c'est hyper important. Et pareil, si autour de vous, vous constatez que des personnes ont l'air de vivre ça, aidez-les, soyez présents pour elles. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'espère encore une fois que ces livres vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres références de romans qui abordent ces thématiques là, ou d'autres thématiques sur les troubles mentaux et les maladies mentales. Prenez soin de votre santé mentale et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.